Bonsoir à tous, tout d'abord. Désolé du léger retard qu'on a eu à côté des moyens de transport. Bienvenue à tous pour cette conférence sur ce café littéraire conférence sur le livre de Nabil El Nasri, spécialiste du Qatar. Son livre L'énigme du Qatar qui est paru le 6 mars dernier, préfacé par Pascal Boniface, géopolitologue et directeur de l'ERIS. Je précise que cette rencontre est organisée par l'association EtuTech, Association des étudiants franco-turcs du Grand Ouest, en partenariat avec l'association des étudiants, association culturelle et sportive des étudiants musulmans de Rennes. Tout d'abord, je vais faire une petite présentation de notre intervenant, notre conférencier. Nabil El Nasri, originaire des quartiers populaires, a fait ses études à Sciences Po Aix-en-Provence. À partir de ces années à Sciences Po, il s'est intéressé sur le Qatar. Il a fait un mémoire dessus. Il a fait beaucoup de voyages au Qatar. Il a même travaillé à l'ambassade là-bas. Après ses études à Sciences Po, il a continué ses voyages pour se spécialiser sur le sujet, approfondir ses connaissances. Maintenant, il est doctorant en sciences politiques et il a consacré toutes ses connaissances dans ce livre qui est L'énigme du Qatar. Maintenant, je lui laisse la parole. Merci à vous. Mais la première des choses que je tiens à signaler, c'est d'abord m'excuser pour le retard. J'ai un petit quiproquo dans l'horaire, donc j'ai dû prendre le train d'après. Je suis vraiment désolé de nous avoir fait patienter. Et la deuxième des choses, évidemment, c'est de remercier donc les deux associations, EtuTech ainsi que l'association des étudiants musulmans de Rennes, pour cette invitation et me donner l'opportunité de pouvoir revenir presque dans ma région natale, puisque je suis né à Laval, c'est pas très loin. Je suis presque chez moi, on va dire. Donc, merci beaucoup. Bien, alors ce que je vous propose, c'est de dresser peut-être rapidement, avant de vous donner la possibilité de poser vos questions et de préciser les choses en fonction de vos réflexions. Ce que je vous propose, c'est de rappeler brièvement un petit peu l'architecture du livre, comment il a été pensé, comment il a été écrit, et un petit peu également sa genèse. Donc le Qatar et moi, pour reprendre un petit peu la présentation et rectifier deux, trois petites choses, ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse à ce pays. J'ai dû quitter donc Laval juste après le bac. J'ai fait Sciences Po et dans le cadre de mes études de Sciences Po à Aix-en-Provence, j'avais l'opportunité de partir dans le monde arabe pour pouvoir faire ce qu'on appelle la troisième année à l'étranger. Et cette troisième année à l'étranger, mon objectif premier, c'était de partir en Égypte pour pouvoir parfaire un petit peu mon niveau en langue arabe. Et vous connaissez peut-être un petit peu le fonctionnement des Sciences Po. Il y a d'abord le Sciences Po Paris et ensuite il y a tous les autres. Donc la place dévolue à l'Égypte était réservée à un étudiant de Sciences Po Paris et la seule possibilité pour moi, c'était de partir non pas au Qatar mais aux Émirats Arabes Unis en 2002-2003. Donc j'ai fait 6 mois pour le coup aux Émirats Arabes Unis à l'ambassade de France, un premier stage. Et quand je suis revenu donc à Sciences Po Aix-en-Provence, comme je faisais également une licence d'arabe, j'ai eu l'opportunité de repartir dans la région du Golfe, cette fois-ci au Qatar, pour un stage de 2 mois, de septembre à novembre 2004. Et c'est là où la première fois je me suis rendu dans ce pays, donc dans ce petit émirat. Et très vite, je me suis aperçu de 2 choses. D'une part, de la différence de sensibilité, de la différence d'activisme qu'il y avait entre le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Et 2, que tout ce qu'on pressentait et tout ce que fait aujourd'hui le Qatar en termes d'activité diplomatique, en termes de pression, peut-être pas de pression, mais en tout cas en termes d'activisme dans le domaine sportif, également tout ce qui se faisait au niveau d'Al Jazeera, avait déjà été posé en 2004 par une stratégie qu'on appelle le Qatar National Vision, que j'exposerai tout à l'heure. Donc dès cet instant-là, on sentait que le Qatar foisonnait, que c'était un pays qui débordait d'ambition, et mon ambition, c'était vraiment d'essayer de percer un petit peu le mystère Qatar, parce qu'à l'époque, un petit peu moins aujourd'hui, c'était vraiment un pays qui traversait de contradictions et qui posait énormément de questions. À l'époque, quand j'y étais en 2004, le Qatar était, comme il l'est aujourd'hui, le mécène de la chaîne Al Jazeera, cette chaîne Al Jazeera qui avait une tonalité extrêmement anti-américaine, mais dans le même temps, le Qatar abritait le commandement central américain d'où était pilotée la guerre en Irak. Le Qatar avait plus ou moins des liens avec Israël, mais en même temps, il hébergeait le Cheikh Al-Qaradawi qui a une posture politico-religieuse foncièrement également anti-israélienne. Donc il y avait énormément de contradictions qui m'interpellaient, qui m'interpellent un peu moins aujourd'hui après 10 ans d'études sur le sujet.
Et je voulais vraiment en savoir un peu davantage. Donc l'idée, c'était de prolonger ce premier stage que j'avais fait en 2004 par une enquête de terrain sur les contradictions de la politique étrangère que j'ai fait en 2005. Donc j'y suis retourné une deuxième fois. Et depuis, j'y retourne régulièrement, soit pour des conférences, des colloques. Dans le cadre du livre, j'ai dû m'y rendre à plusieurs reprises pour des entretiens, jusqu'à mon doctorat de Sciences Po que je fais actuellement sur la politique également encore étrangère du Qatar. Donc voilà, ça c'était un peu la genèse, puisque très souvent on me pose la question dans les débats pourquoi le Qatar. Donc à chaque fois, c'est ce que je fais maintenant. Je préfère répondre à cette question dans l'introduction. Et puis ça permet aussi de clarifier un petit peu ma position et surtout mon histoire et comment tout a démarré avec ce pays. Voilà, donc le livre maintenant. D'abord, l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'apporter aux lecteurs francophones une grille de lecture qui puisse répondre à ces questions. Le Qatar, aujourd'hui, en 2012, a été le pays, c'est ce que dit Pascal Boniface dans la préface, qui a suscité peut-être le plus d'inquiétudes, le plus d'interrogations, le plus d'articles de presse dans les médias français, l'année de 2011, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu la couverture, par exemple, du Courrier international, à quoi joue le Qatar. C'était autour du Courrier international, parce qu'avant, il y avait eu l'Express, il y avait eu le Nouvel Obs, il y avait eu des reportages un peu dans toutes les télé et chaînes de radio françaises. Donc, on a un pays qui a émergé, qui intervient de manière quasiment systématique dans tous les domaines d'activité et qui pose des questions. Donc le but, c'est d'apporter un petit peu un éclairage, ou plus qu'un éclairage, une grille de compréhension, une grille de lecture qui permette de se dire que finalement le Qatar est animé par une stratégie. Cette stratégie, elle se déploie dans un certain nombre d'activités d'action publique. Et finalement, le Qatar est animé d'une volonté effrénée de tout simplement satisfaire ses intérêts. Donc vraiment, l'objectif premier, c'était celui-ci. Donner la possibilité d'avoir une vue englobante sur un pays qui fait énormément parler, qui suscite beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes pour pouvoir, encore une fois, pallier à un manque dans la littérature française. Puisque avant que le livre sorte, aujourd'hui, il y en a à peu près 6 qui sont sortis ces dernières semaines sur le Qatar, il n'y avait quasiment rien en langue française. Il y avait un livre d'un journaliste qui s'appelle Robert Ménard, mais qui était plus le fruit d'un règlement de compte un petit peu avec son histoire orageuse avec le Qatar qu'autre chose. Il n'y avait rien d'autre à peu près. Donc ça, c'était la genèse. Et donc, le livre se déploie autour de 3 chapitres. Le premier, c'est celui que j'ai intitulé « L'obsession de la reconnaissance ». C'est-à-dire que, encore une fois, dans le domaine des médias, dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de son implication en France, le Qatar intervient un petit peu partout. Et on a cette impression, cette image qui se dégage d'un État qui finalement est interventionniste plutôt à tous les étages et dans tous les domaines. Cette obsession de la reconnaissance, pour moi, elle n'est pas le fruit d'investissements compulsifs, d'une action comme ça, sans, grille de lecture, sans compréhension en amont de ce que c'est que le pays. Il faut toujours revenir aux fondamentaux du pays quand on évoque le Qatar ou quand on analyse. Il faut rappeler que c'est un pays très petit, c'est à peine plus grand que la Corse, c'est un pays qui est situé dans une zone extrêmement trouble et volatile, une zone à haute tension, une zone traversée de turbulences depuis maintenant plusieurs décennies, qui est la région du Golfe, située au cœur du Moyen-Orient. Il faut également rappeler que le Qatar est un pays extrêmement riche, c'est la 3e réserve mondiale de gaz naturel, c'est un pays également qui exporte 1 million de barils de pétrole par jour, et donc ça vous donne la situation d'un pays très riche, mais dont la richesse est inversement proportionnelle à la vulnérabilité. C'est-à-dire que c'est un pays très riche, mais très vulnérable. Un pays très riche, mais très fragile. Et son ambition, en tout cas la volonté du Qatar, c'est de compenser cette vulnérabilité et d'assurer la pérennité de ses frontières par 2 éléments. 1, le parapluie militaire américain. Là, on pourra en revenir. Le Qatar, depuis l'accession au pouvoir de Cheikh Hamad en 1995, sous-traité la sécurité de ses frontières à l'armée américaine, et c'est particulièrement vrai depuis 2003, quand les États-Unis ont installé au Qatar la plus grande base militaire américaine en dehors du sol des États-Unis. Donc ça a été leur moyen pour eux d'assurer leur sécurité. Mais les Qataris ont voulu renforcer leur sécurité par une politique de ce qu'on appelle du soft power. C'est-à-dire que l'émir qui prend le pouvoir en 1995 est un émir jeune, il a à peu près 40 ans, c'est un émir dynamique qui est entouré d'un certain nombre de jeunes qui ont été formés dans les grandes universités occidentales. On est en 1995, au lendemain de la guerre froide,
alors que les autres rois de la région qui ont dépassé les 75 ans, notamment en Arabie Saoudite et aux Émirats, restent cantonnés dans la grille de la guerre froide, lui a tout de suite compris que l'ère de la mondialisation se jouait dans le domaine de la perception, dans le domaine de l'image, dans le domaine du prestige, dans le domaine de ce qu'on appelle la diplomatie d'influence, la diplomatie du rayonnement. Donc, une grande partie des activités et des fonds de l'État du Qatar va être déployée pour gratifier le Qatar d'une très bonne visibilité internationale. Et c'est ce que j'ai appelé l'obsession de la reconnaissance, qui répond donc à un impératif de sécurité. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas aujourd'hui quel est l'activisme du Qatar débordant en France comme à l'étranger, sans prendre en compte la fragilité intrinsèque d'un pays qui fait partie de ce qu'on appelle les micro-États et qui a une peur bleue, mais vraiment une peur de ce qui s'est passé dans la région il y a une vingtaine d'années. Peut-être que l'acte fondateur de la politique extérieure, de la diplomatie du prestige du Qatar, se situe avant même la prise du pouvoir de Sheikh Hamad, qui a destitué son père en juin 1995, parce qu'il s'est passé au Koweït en août 1990. Il faut se rappeler un petit peu, moi j'étais un petit peu jeune, mais en tout cas pour ceux qui s'en rappellent, ce qui s'est passé au Koweït en août 1990. Dans les années 80, le Koweït était un petit peu le Qatar d'aujourd'hui. C'était la monarchie comme ça qui émergeait, la monarchie qui faisait beaucoup parler d'elle dans les pays occidentaux, en Grande-Bretagne notamment, une monarchie qui investissait beaucoup, notamment par le biais de son Kuwait Investment Authority. Et en août 1990, le Koweït est balayé en l'espace de quelques heures par les troupes de Saddam Hussein. Et ça va traumatiser évidemment non seulement les Koweïtiens, mais tous les autres pays de la région. Et les Qataris font un pari sous forme de question que je vais même vous poser. Ils se disent que si le Koweït avait organisé la Coupe du Monde de football en 1990, est-ce que Saddam Hussein serait passé à l'acte? À votre avis? Je ne sais pas. Très souvent, on me dit non, et moi je suis d'accord avec ceux qui disent non. C'est-à-dire que la Coupe du Monde étant l'événement le plus médiatisé de la planète, vous avez les yeux du monde qui sont rivés sur un pays pendant plusieurs semaines. Cette captation des représentations de la planète entière vous garantit une espèce de sécurité politique. Et c'est exactement ce que fait le Qatar comme projection. Il se dit que si, par exemple, le Koweït avait organisé cette Coupe du Monde, il aurait été d'une certaine manière intouchable du fait de l'extrême sensibilité qu'aurait constitué le fait de porter atteinte à son intégrité territoriale. Et donc, cette diplomatie du rayonnement, cette obsession de la reconnaissance, répond à un impératif de sécurité, et donc elle est prise à bras-le-corps par l'ensemble de l'appareil d'État du Qatar. La deuxième partie, c'est comment, à partir de cet objectif de la reconnaissance, se décline cette politique dans la réalité. Et là, j'ai essayé de dresser 4 domaines plutôt. Le domaine des médias, le domaine de la politique étrangère, le domaine du sport et le volet religieux. Et donc, j'ai essayé, à partir de ces 4 domaines, de montrer comment, à partir d'une volonté d'apparaître comme un élément moteur de la vie internationale, comment les Qataris ont réussi, ou en tout cas se sont comportés, ont réalisé un petit peu leurs rêves par le biais d'actions sur le terrain. Ça démarre évidemment avec la chaîne Al Jazeera, qui est fondée quelques mois à peine après l'arrivée au pouvoir du Cheikh Hamad, qui arrive lui en juin 1995 et qui est lancée, elle, 6 mois plus tard, en février 1996. Et c'est cette chaîne, du fait de son impertinence, du fait de sa nouvelle fraîcheur qu'elle a portée au débat public du monde arabe, qui a permis au Qatar quasiment de se positionner dans la carte du monde. Pendant très longtemps, Al Jazeera était davantage connu que le pays qui l'abrite et la finance. Donc ça, c'était le premier élément que j'ai voulu étudier. Le deuxième élément, c'est toute la diplomatie que j'ai appelée diplomatie totale du Qatar. Le Qatar, dans sa diplomatie, même s'il y a une césure avec l'éruption du printemps arabe, on va prendre ce qui, par exemple, avait lieu avant l'éruption du printemps arabe, était présent un petit peu partout. Il était présent dans le sens de la médiation. Le Qatar a joué un rôle de médiateur dans beaucoup de conflits du monde arabe. C'était vrai dans la Corne de l'Afrique, dans ce qu'on appelait le processus de Darfour, même dans les querelles entre le Djibouti et l'Érythrée. Le Qatar a essayé de relancer un processus de médiation entre le Maroc et le Front Polisario. Le Qatar a été celui qui a permis au Liban d'éviter une guerre civile en mai 2008. Le Qatar a été également l'un de ceux qui a tenté la réconciliation interpalestinienne. Bref, on voyait les Qataris partout.
partout dans le sens de la médiation. En même temps, les Qataris ont une politique qui est celle d'avoir zéro ennemi, qui leur permet, de manière complètement décomplexée, de discuter autant avec Israël que les États-Unis, que le Hamas et que les talibans. Et ça part d'un principe clair pour les Qataris, c'est celui de, après on peut être d'accord ou pas, mais c'est leur logique évidemment, de ne pas avoir d'ennemis au niveau international et surtout dans la région du Moyen-Orient. C'est pour ça qu'ils discutent et qu'ils n'ont pas de complexe à discuter autant avec Israël qu'avec les talibans. Donc ça, c'était le côté diplomatique. Le troisième volet que j'ai voulu étudier, c'est le volet du sport. Et qu'est-ce qui se cache derrière un peu cette diplomatie sportive? Et là, il y a deux éléments. Autant la volonté du Qatar de devenir l'épicentre du sport mondial répond à une volonté de puissance et de rayonnement au niveau médiatique et symbolique, autant tous les investissements qui sont faits autour du sport doivent être compris dans le cadre du Qatar National Vision 2030, qui est le plan, la feuille de route adoptée par les autorités du Qatar au milieu des années 2000, qui doit projeter le Qatar en 2030. Et l'un des objectifs de ce plan, c'est d'arriver à la situation à laquelle est arrivé le Koweït au milieu des années 80, à savoir que la moitié du PIB, de la richesse nationale, ne doit plus dépendre de l'exportation du gaz et du pétrole. Donc les Qataris sont en train de construire une économie diversifiée, et parmi les éléments de diversification de cette économie, il y a tout ce qui concerne l'industrie du sport. C'est pour ça qu'ils souhaitent faire du Qatar l'un des endroits au monde où vous avez le plus de compétition internationale, d'où naturellement la candidature au Mondial 2022 et d'où le fait que la FIFA l'ait attribué au Qatar. Tout ça n'est pas muet uniquement par une volonté de fixer les yeux du monde sur leur pays, mais également d'apporter, ou en tout cas d'offrir à leur économie des relais de croissance complémentaires qui leur permettront en 2030 d'éviter d'être dépendants au gaz et au pétrole. Parce qu'ils partent également d'une réflexion, autant ils ont encore à peu près, au rythme actuel d'extraction, 170 ans de gaz devant eux, autant ils se disent que le fait d'avoir du gaz et du pétrole ne vous assure pas nécessairement et systématiquement une richesse permanente. Et ils prennent, pour exemple, ce qui s'est passé dans les années 80. On l'oublie un petit peu en France et en Europe. Dans les années 80, les pays du Golfe ont vécu une grave crise économique parce que le cours du pétrole avait considérablement chuté. Autant au milieu des années 70, on a eu un choc pétrolier qui a permis de multiplier par 4 le prix du baril et donc d'enrichir considérablement ces pays, autant vous avez ce qu'on appelle un retournement du marché dans les années 80 qui fait que ces pays ont vécu des années de vaches maigres pendant quasiment toute la décennie 80. Et donc les Qataris se disent, c'est pas parce qu'on a du gaz et du pétrole que nécessairement on sera riche ad vitam aeternam. Il peut se passer ce retournement de marché qu'on a déjà subi dans les années 80 et pour éviter d'être dépendant, encore une fois, de manière trop poussée à l'exportation du gaz et du pétrole, c'est bien d'avoir des éléments de croissance complémentaires. Ça passe par l'industrie du sport, ça passe par le tourisme, ces différentes déclinaisons, et ça passe également par ce qu'on appelle l'économie de la connaissance avec des centaines de milliards, peut-être pas des dizaines de milliards d'investissements dans le domaine de l'éducation pour faire du Qatar le pôle d'excellence académique régional. Et le dernier élément, c'est la question du volet religieux. J'ai essayé de l'étudier parce que vous avez au Qatar un certain nombre de personnalités religieuses connues dans le monde musulman qui sont fixées au Qatar. Et là encore, de mon point de vue, deux objectifs, notamment par le biais du Cheikh Al-Qaradawi qui occupe une grande place dans ce chapitre-là. Ce cheikh-là qui est reconnu comme étant l'une des personnalités, si ce n'est au moins dans le domaine médiatique, les plus connues, voire les plus respectées dans le monde musulman, joue un double rôle, celui évidemment de gratifier encore une fois le Qatar d'une reconnaissance internationale parmi le monde musulman, mais également de caution, voire de légitimation, à la fois de la famille régnante, mais également des options diplomatiques du Qatar. Mais ce que j'essaie de préciser, c'est d'éviter la lecture un petit peu simplificatrice qui ferait de cette ouléma d'envergure internationale une simple caisse d'enregistrement de tout ce qui se décide auprès des politiques du Qatar. Il y a eu des moments où ce cheikh-là s'est confronté et s'est opposé à la ligne politique suivie par les autorités du Qatar, notamment lors de l'invasion en Irak ou lors des discussions que le Qatar avait avec Israël. Et la dernière partie, pour faire très court et vous laisser la place aux questions, c'est les relations avec la France. J'essaye de partir de la genèse, comment ils ont démarré à l'époque
des années 70 avec la présidence de Georges Pompidou, comment elles se sont déclinées pendant de très nombreuses années dans une coopération uniquement tournée vers l'aspect militaire, et comment à partir de Jacques Chirac, mais surtout à partir de Nicolas Sarkozy, de la présidence de Nicolas Sarkozy, comment elles ont vécu, oui, un spectaculaire rehaussement. C'est-à-dire qu'à partir de 2007, on change de dimension dans la relation entre le Qatar et la France. Du côté des Qataris, on se dit qu'on a la possibilité de pouvoir de pouvoir signer un partenariat stratégique sous différents domaines avec un pays qui compte, la France, qui est quand même encore un pays qui compte dans le concert des nations, un pays qui a le droit de vote, le droit de veto au Conseil de sécurité, un pays qui a le deuxième réseau diplomatique de la planète, un pays qui a une armée quand même assez considérable au niveau international. Et du côté de la France, on se dit que on a pour la première fois la possibilité de pouvoir percer un marché dans les pays du Golfe qui, jusqu'à aujourd'hui, était la chasse gardée des Américains et des Britanniques. Donc, des deux côtés, vous avez une volonté de vouloir renforcer, rehausser les relations, et ça se cristallise dans le lien que va nouer deux personnes, Nicolas Sarkozy d'un côté et Cheikh Hamad de l'autre, qui, pour le coup, ont quasiment le même profil, à savoir le même âge, la même génération, la même volonté de grandeur pour leur pays, le même rapport décomplexé à l'argent. Et donc, vous avez un courant qui passe très bien dès le départ, et donc une espèce de lune de miel qui va se faire entre les deux pays, d'un côté comme de l'autre, dans une stratégie de partenariat mutuellement gagnant. Et la dernière partie du livre et du chapitre, c'est est-ce que cette relation a fondamentalement changé avec François Hollande? Et j'ai aussi une partie par rapport au fonds d'investissement pour les banlieues. Je rappelle un petit peu ce qu'a été sa genèse et pourquoi ce fonds qui au départ était destiné à soutenir les PME de banlieue s'est transformé finalement en un fonds qui est consacré au redressement productif de la France. Donc voilà globalement le schéma général du livre. J'espère ne pas avoir été très long et on va poser des questions si vous voulez. Merci. Des personnes qui ont des questions? Non. Oui, merci. Ça donne envie de lire votre livre. Vous nous avez parlé beaucoup de l'État du Qatar et les Qataris eux-mêmes, ou la société qatari. Est-ce que les Qataris, alors pour être un peu problématique, est-ce que ce ne sont pas en fait des Saoudiens? Dans quel sens? En termes d'identité nationale, si je puis dire. Est-ce qu'on n'a pas avec le Qatar une identité nationale paradoxale créée par en fait le colonisateur britannique qui, dans toute la zone, y compris Palestine, a divisé pour régner et créé finalement des situations problématiques que vous pouviez évoquer avec le Koweït, par exemple? Là, c'est une perspective historique à laquelle vous n'avez pas tort. C'est-à-dire que les accords de Sykes-Picot en 1917 ont démembré l'Empire ottoman et ont donné lieu à ces États-nations, à ces frontières un petit peu, des fois, problématiques. Ce qui est sûr, c'est que, au-delà donc de ce démembrement décidé par les anciennes puissances coloniales, vous avez une identité clairement affirmée dans ces pays, qui est une identité bédouine propre aux pays du Golfe. Donc ça, c'est peut-être ce qui fait le lien commun en termes d'identité nationale, peut-être, entre les Saoudiens, les Qataris, mais même avec les Koweïtiens, les Bahrainis, les Émiratis et peut-être un peu moins les Omanais. Donc cette culture bédouine, c'est parce que, en plus de ça, vous avez pas mal de tribus qui vivent au Qatar et qui ont des ramifications en Arabie Saoudite et qui sont quasiment du même clan. Par exemple, la famille de Al-Thani est une branche des Banu Tamim qui elle-même plonge ses racines dans le cœur de l'Arabie Saoudite. Donc vous avez des liens ancestraux, familiaux, tribaux qui restent prégnants aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, après 45 ans, un peu moins de 45 ans d'indépendance, vous avez une réelle volonté auprès des autorités du Qatar de construire une identité nationale. Alors, même si vous ne construisez pas comme ça du jour au lendemain une identité autour d'un État, ce qui est sûr, c'est que avec toute la promotion qui est faite aujourd'hui autour du Qatar, avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure, vous avez de plus en plus un espèce de sentiment de fierté, de reconnaissance du peuple qatari dans le cadre de l'État qui est le sien. C'est-à-dire que
et c'est aussi une volonté, ça a été aussi une volonté de l'émir de vouloir accentuer le caractère nationaliste un petit peu de sa population pour pouvoir résister à ces velléités d'absorption de la part de l'Arabie saoudite, voire de dilution de l'identité qatari dans un ensemble plus vaste qui est celui du monde arabe, voire du monde musulman. Donc, votre question, on peut le prendre des deux côtés. Au niveau historique, je vous dirais oui. Normalement, il n'y a qu'une seule et même identité qui est celle donc, de la tradition bédouine propre au pays du Golfe. Maintenant, après 45 ans d'État-nation, avec tout ce qui s'est passé au Qatar depuis maintenant une quinzaine d'années, vous avez de plus en plus un sentiment de fierté nationale qui est exacerbé année après année, et même tout est pris en compte pour pouvoir accentuer un petit peu cette forme d'identité particulière et spécifique à ce pays. La question de la Coupe du Monde, par exemple, également. Et quand on voit l'utilisation politique, voire problématique, des nationalismes via le sport et notamment via le football, bon, c'est pas vrai uniquement qu'au Qatar, mais en tout cas, ça joue un rôle déterminant dans cette volonté de réaffirmer une identité nationale particulière propre à ce petit pays qui veut se distinguer pour le coup de son grand voisin qui est l'Arabie saoudite. Et moi, je voulais intervenir aussi au niveau de l'identité nationale par rapport à l'Arabie saoudite aussi. Il faudrait peut-être parler de la caractéristique wahhabite des deux pays. Y a-t-il une différence entre les deux ou est-ce le même type de wahhabisme? Alors très souvent, vous lirez dans la presse comme dans les autres ouvrages qui sont sortis aujourd'hui sur le Qatar que le Qatar est le deuxième pays wahhabite derrière l'Arabie saoudite. C'est pas totalement ma lecture. C'est-à-dire que c'est vrai que vous avez, pour le coup en Arabie saoudite, une lecture de l'islam, en tout cas faite au niveau à la fois politique et déclinée auprès de l'establishment religieux comme méthode d'obédience wahhabite. Les principaux concernés récusent ce terme. La plupart se considèrent comme étant salafis, et encore salafis selon une perspective propre qui est la leur. Au Qatar, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, vous avez une partie de la population qui se reconnaît encore, une partie de la population autochtone qui se reconnaît dans cette forme de l'islam. Je dis autochtone parce que c'est important. Il faut rappeler encore une fois les caractéristiques propres au Qatar. C'est 2 millions d'habitants aujourd'hui, mais uniquement 300 000 nationaux. C'est-à-dire vous avez moins de 15% de la population qui est autochtone, c'est-à-dire qui est titulaire de la nationalité du Qatar. Et c'est elle, évidemment, à qui on distribue, à qui on reverse, évidemment, la manne financière qui est tirée de l'exportation du gaz et du pétrole. Donc, on parle aujourd'hui là de 300 000 nationaux. C'est-à-dire, Rennes, je crois que c'est même plus... c'est une ville, vous avez plus d'habitants. Vous avez plus d'habitants à Rennes que dans l'ensemble du pays, que dans l'ensemble des nationaux qataris. Donc on est encore une fois dans une population extrêmement réduite. Dans cette population, vous avez donc une partie de la population qui se reconnaît dans cette forme de l'islam, mais vous avez une autre, non, qui la récuse. Et qui essaye de s'identifier à deux choses. Un, à cet islam d'État qui est véhiculé, qui est alimenté, qui est soutenu par l'appareil d'État qatari et qui se cristallise dans les postures défendues par le Cheikh al-Qaradawi, parce que le Cheikh al-Qaradawi est considéré, en tout cas on a tout fait pour le considérer comme étant le mufti officieux du pays. Il a aujourd'hui la nationalité du Qatar, et c'est davantage dans sa vision de l'islam, donc une vision très proche de celle des frères musulmans, qu'on souhaite incarner l'identité religieuse du Qatar via ses fatwas, via ses prises de position, notamment s'agissant des femmes, s'agissant de la possibilité de lier un petit peu les acquis de la modernité avec le caractère spécifique du Qatar, etc., etc. Mais vous avez, j'allais dire, une troisième tranche où, pour le coup, qui est semblable à ce qui se fait ailleurs dans le monde musulman, à savoir une identification aux religieux qui passe par le truchement, tout simplement, de quelque chose qui a traversé nos vies et qui occupe une grande part dans nos vies aujourd'hui, qui est Internet. C'est-à-dire que la jeunesse qatari, quand vous leur parlez, que vous discutez un peu avec eux du wahhabisme, etc., voire même des postures du Cheikh al-Qaradawi, oui, très bien, mais on sent que leur identité religieuse est façonné davantage par ce qu'elle peut trouver sur Internet que finalement ce qui a toujours été le cas dans les pays arabes, le truchement d'un imam du quartier qui leur apprend les rudiments de la religion et auquel on peut directement s'identifier, voire à une école de pensée à laquelle on peut s'identifier. Donc vous avez donc ces trois niveaux. Et le dernier niveau, de mon point de vue, il est extrêmement intéressant parce que vous avez au Qatar un phénomène, c'est peut-être davantage
dans le cas aux Émirats Arabes Unis, mais au Qatar également, qui pose également problème, qui est le fait que les nouvelles générations maîtrisent davantage l'anglais que l'arabe. Et ça aussi, ça pose énormément de questions, parce que cette volonté de vouloir se moderniser à tout prix crée aujourd'hui pas mal de crispations et de clivages au sein de la société autochtone, où une partie commence à dire, la partie wahhabisée commence à dire, oui, là ça va, on va trop loin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cet élan modernisateur, autant a permis au pays de pouvoir s'affirmer sur la scène internationale, d'être reconnu comme un acteur à part entière, mais en même temps, on est en train de perdre nos valeurs, la dilution de nos valeurs est quelque chose qui est en train de menacer les fondements même de la société. Et ça se traduit par le fait que certains pratiquent maintenant plus l'anglais que l'arabe et que d'autres n'ont plus du tout cette filiation avec soit l'école de pensée wahhabite, soit cet islam d'État qu'on souhaite faire incarner par le biais de Cheikh Al-Qaradawi. Bonsoir, Monsieur Nasri. Tout d'abord, je voudrais vous féliciter pour votre livre. J'avais plusieurs questions. Tout d'abord, par rapport à la politique de l'éducation au Qatar. Donc, vous nous expliquez que c'est un des piliers fondamentaux pour construire la société qatari. Donc, vous nous expliquez que pour mener à bien ce projet, l'émir du Qatar a délaissé le ministère de l'Éducation, qui était plutôt conservateur, pour s'attacher les services des think tanks américains. Et donc, moi, je voulais vous poser cette question. Ne risque-t-on pas d'avoir des matières grises qui auraient une façon de penser à l'américaine et qui oublieraient totalement les valeurs traditionnelles du Qatar? Donc ça, c'est ma première question. Après, je voulais vous parler. Donc, vous nous parlez des achats du Qatar en France, donc qui sont très importants d'ailleurs. Et donc, mais vous nous expliquez qu'elle achète aussi au Royaume-Uni, mais aussi en Allemagne. Mais pourquoi cela ne soulève pas le même tumulte au Royaume-Uni ou en Allemagne, et que ça fait beaucoup de bruit en France? Quelles sont les raisons de cette peur, en quelque sorte? Et dernière question, c'était par rapport au malaise identitaire. Donc, vous nous expliquez qu'il y a très peu d'autochtones, mais beaucoup de travailleurs étrangers qui travaillent dans des conditions déplorables. Et donc, quelle politique devrait mener l'Émirat dans l'avenir pour changer cette situation-là, sachant qu'elle n'acceptera jamais de naturaliser autant de travailleurs étrangers? Ouais. Est-ce que je pourrais ajouter un petit truc par rapport à la première question? Il y a 3 questions. Hein. À la première question, parce que j'aurais dû les noter. Parce que j'allais presque poser la même question concernant l'éducation, parce que moi, étant d'origine turque, le système éducatif que installe l'émir au niveau un système éducatif anglo-saxon qui n'a pas l'aspect culturel, disons, qatari, ça me rappelle, en tant que base historique que j'ai, l'histoire ottomane dans laquelle, dans les dernières années de l'Empire ottoman, l'éducation était délaissée à un système français et en partie anglais, et aussi du même côté, l'armée était délaissée aux dirigeants allemands, alors qu'au Qatar, c'est pareil, l'armée est beaucoup délaissée au niveau des milieux anglo-saxons. D'accord. Alors, sur la question de l'éducation, il faut distinguer 2 choses. Vous avez le pôle de l'éducation, on va dire nationale, étatique, piloté par le ministère de l'Enseignement. Ce pôle-là, il est traditionnel, c'est celui qui a toujours eu au Qatar et qui est dominé par, jusqu'à aujourd'hui, ceux des instituteurs égyptiens, irakiens, maghrébins qui ont fui leur pays dans les années 60 et 70 et qui ont pu retrouver du travail dans les pays du Golfe parce qu'ils étaient pourchassés dans leur pays du fait de leurs convictions religieuses. Il faut toujours replacer ce que je viens de vous dire à l'instant dans l'espèce de guerre froide qu'il y avait au cœur du Moyen-Orient entre les régimes qu'on appelait entre guillemets progressistes, laïcs, socialisants, nassériens d'un côté, incarnés notamment par l'Égypte, la Syrie du Bas et l'Irak de Saddam Hussein, des monarchies du Golfe et de la monarchie également jordanienne et marocaine qui pour le coup étaient beaucoup plus conservatrices et du côté américain, les républiques socialistes étant du côté soviétique. Donc ceux qui étaient notamment, et c'est particulièrement vrai en Égypte où vous avez des dizaines de milliers de cadres des frères musulmans ou de militants islamistes qui ont pu trouver refuge dans les pays du Golfe, ont investi le
le ministère de l'Enseignement, de la Culture et de l'Éducation. C'est d'ailleurs également comme ça que Cheikh Al-Qaradawi est atterri au Qatar en 1962, après avoir été expulsé et pourchassé de l'Égypte. Donc ce pôle-là, il est toujours évidemment orienté dans une vision plutôt conservatrice de la société, avec une idéologie, si ce n'est salafiste, en tout cas proche des milieux, on va dire, conservateurs. Maintenant, vous avez, à la faveur de ce que vous avez rappelé et que je note dans mon livre, c'est-à-dire cette volonté de la Cheikh Moza, notamment, parce que c'est elle qui pilote un petit peu l'enseignement privé, pour le coup, du Qatar, qui a été conseillé par la Rand Corporation notamment. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard où, lorsque l'émir prend le pouvoir en juin 1995, cette Rand Corporation soumet l'idée de lancer la Qatar Foundation qui trouve naissance l'année d'après. Et là, l'idée, c'est d'installer au Qatar, voire dans les pays du Golfe dans leur ensemble, un type d'éducation qui est beaucoup plus versé dans le domaine de l'anglo-saxon, et ça passe par deux éléments, principalement. Un, la pratique de l'anglais à la place de l'arabe. C'est-à-dire que quand vous allez dans le campus de l'Educational City, c'est-à-dire cet énorme campus mis en place par la Qatar Foundation, et quand moi j'y avais été en 2004, on avait déjà les premières universités qui avaient déjà poussé, qui étaient déjà en place. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, quasiment, ça fait 10 ans, le chantier est toujours en cours. C'est-à-dire c'est plusieurs universités qui se sont installées parmi lesquelles des filiales des plus grandes universités américaines, où la première langue dominante, à l'inverse de ce qui peut être le cas dans l'éducation nationale étatique, c'est l'anglais. Deux, ça va vous permettre peut-être un détail ici en France ou en Europe, mais c'est la question de la mixité. La mixité a été introduite dans cet ensemble éducatif alternatif. Et ça aussi, ça tranche avec cette forme d'éducation traditionnelle qui est à court dans l'éducation nationale traditionnelle. Donc vous avez une volonté d'une partie de l'appareil d'État du Qatar de se raccrocher au train de la mondialisation et de pouvoir finalement, comment dirais-je, le mot m'échappe, mais délocaliser un petit peu l'enseignement anglo-saxon qui est considéré comme le nec plus ultra dans les pays du Golfe, parce que du fait de leur héritage un petit peu colonial. Je veux dire, c'est pour eux, ce qui se fait de mieux, c'est les universités américaines, les universités anglo-saxonnes. D'ailleurs, bon, également, c'est corroboré par des faits. Dans le classement de Shanghai, c'est très souvent les universités américaines ou britanniques qui trustent les premières places. Et donc, on a une volonté de vouloir délocaliser ce type d'enseignement auprès du Qatar pour en faire également un pôle d'excellence académique. Parce que il y a ces deux aspects qui sont présents dans l'enseignement privé, mais vous avez, au-delà de l'enseignement privé, une volonté, et pour le coup presque irréductible de Cheikh Moza, de vouloir capter au Qatar les plus grandes sommités scientifiques du monde arabe. Chaque année, par exemple, vous avez les 300 plus grands universitaires du monde arabe qui planchent pendant plusieurs jours sur un certain nombre de thématiques. Le Qatar leur donne la possibilité de se réunir. Le Qatar leur donne également la possibilité d'avoir des moyens pour pouvoir faire avancer leurs études et leurs analyses sur tel ou tel sujet. Et la Qatar Foundation finance aujourd'hui 68 centres de recherche dans le monde arabe, parce que cette volonté, c'est vraiment de sortir un petit peu de la torpeur dans laquelle a été confiné les pays du Golfe, voire les pays arabes en général, voire l'islam en tant que civilisation, pour pouvoir demain, ce serait vraiment leur rêve, d'apporter à l'islam et au monde arabe le premier prix Nobel de la paix sur une discipline scientifique. Donc on a vraiment cette volonté de vouloir copier à tout prix finalement le projet ou le format éducatif qui marche, à savoir le format anglo-saxon, de lui donner l'ensemble des moyens qu'il faut pour pouvoir non seulement en faire un pôle d'excellence académique afin de fixer les étudiants qataris, voire les étudiants du Golfe au Qatar, et en même temps de pouvoir donner aux universitaires, aux spécialistes, aux sommités du monde arabe, les moyens pour pouvoir faire encore une fois du Qatar le premier pays qui permettra au monde arabe de rayonner dans un domaine qui est celui de l'éducation et de la formation. Votre deuxième question, c'était ? Ah, par rapport aux achats. Vous ne me tenirez pas rigueur si je reprends votre question en disant qu'il m'a posé la question en parlant d'achat. Vous avez vu, il a utilisé le mot achat. Et beaucoup, d'ailleurs, utilisent le mot achat, rachat. Le Qatar rachète la France, le Qatar achète. C'est pas anodin. Je vous vise pas vous, hein, mais c'est très souvent, la presse française, c'est comme ça qu'elle qualifie
l'implication économique du Qatar en France. Je vais vous prendre une histoire et vous allez mieux comprendre. Lorsque le Qatar a acquis le PSG, au printemps 2011, la ministre des Sports de l'époque, Chantal Jouanneau, avait dit « Cet investissement me gêne parce que je souhaiterais que le Qatar, plutôt que le PSG, reste français. » Reste français. Alors, soit elle ne le savait pas, ou soit elle a feigné de ne pas le savoir, soit même c'est quelque chose qui remonte plus loin dans l'inconscient de Chantal Jouanneau comme d'une partie de la population française. Le PSG, avant la prise du Qatar, était détenu par un fonds spéculatif américain qui s'appelait Colony Capital. Mais dans la tête peut-être de Chantal Jouanneau, tout ce qui est américain, donc tout ce qui est occidental, ne pose pas problème. À partir du moment où c'est un pays arabe qui vient et qui prend possession du PSG, là, ça devient problématique. Et l'utilisation sémantique des termes achat, rachat, quand il s'agit du Qatar, alors qu'on parle très souvent d'investissement, quand on définit l'investissement, les implications russes, chinoises, brésiliennes, suédoises en France, traduit de mon point de vue un espèce de malaise qui n'est pas encore résorbé au sein d'une partie ou d'une grande partie de l'opinion française vis-à-vis de tout ce qui se rattache à l'islam et au monde arabe en général. Si vous voulez, de mon point de vue, aujourd'hui, l'implication nouvelle, parce que c'est une implication nouvelle d'un pays arabe dont on n'a pas l'habitude, traduit, en fait, cristallise un petit peu cette relation biaisée qu'une partie de l'opinion française a vis-à-vis de l'islam. Et que finalement, quand on parle de achat, rachat, ça fait un petit peu référence au fait que l'argent finalement du Qatar, donc des Arabes, est toujours sujet à suspicion, ce qui n'est pas le cas quand il vient des États-Unis, de la Russie, du Brésil et d'autres pays. Et de mon point de vue, ça c'est un élément majeur parce que quand on confronte l'implication économique du Qatar dans la société française à l'épreuve des faits, on se rend compte que l'utilisation de ces termes n'est pas du tout opportun. C'est-à-dire que quand vous avez un certain nombre de médias qui disent que le Qatar rachète la France, on a l'impression qu'il viendrait avec des centaines de milliards de dollars et que pour le coup, il rachèterait énormément, quasiment des pans entiers de l'économie française. Or, on prend les chiffres, et je vais vous donner 3 chiffres, et ça va être éclairant. Quelle est l'ampleur des investissements du Qatar dans la société française, tout domaine confondu, c'est-à-dire immobilier, prise de participation dans les fleurons de l'industrie française, comme rachat du PSG, etc., c'est à peu près 15 milliards de dollars aujourd'hui. On est à 15 milliards de dollars. Ce chiffre, il faut le mettre en comparaison avec 2 autres chiffres. Le premier, c'est à combien on évalue la portée financière des acquisitions dans le monde entier du fonds d'investissement qatari, du fonds souverain qu'on appelle le Qatar Investment Authority. Le Qatar Investment Authority investit dans une quarantaine de pays dans le monde et le total de ces investissements, c'est 240 milliards de dollars. Donc vous avez, parmi ces 240 milliards de dollars, 15 milliards qui sont affectés à la France. C'est-à-dire on est à peu près à 5%. C'est pas non plus énorme. C'est quasiment le double, presque le triple en Grande-Bretagne. Et vous avez, il y a 2 mois, une annonce du Qatar Investment Authority de vouloir investir dans le secteur de la pétrochimie et de l'aluminium en Malaisie avec un investissement de l'ordre de 10 milliards de dollars. Et un certain nombre de pays qui, pour un investissement, quasiment, on est aux 2/3 de ce qu'ils font en France. Donc cette volonté de faire croire que le Qatar investit et prend possession de pans entiers de l'économie française, ça ne correspond pas à la réalité des chiffres. Mais le deuxième chiffre que je voulais vous mettre en évidence, et à mettre en comparaison avec les 15 milliards de dollars qataris investis en France, c'est le nombre total de ce qu'on appelle les IDE, les investissements directs à l'étranger, qui sont fixés et qui viennent s'implanter auprès du territoire français. Sur l'ensemble des IDE qui viennent chaque année s'implanter sur le territoire de la France, les 15 milliards de dollars du Qatar, c'est une poussière, c'est marginal. Et c'est tellement marginal que, par exemple, les Émirats arabes unis, après c'est une autre politique, c'est une autre manière, c'est une autre modalité d'investissement, investissent beaucoup plus en France que le Qatar. Mais évidemment, ils n'investissent pas de manière un petit peu tapageuse. D'ailleurs, c'est l'un des effets boomerang du Qatar, à vouloir à chaque fois investir de manière visible. À la fin, on arrive à un phénomène de saturation auprès de l'opinion. On a l'impression que finalement, ils rachètent tout. Même s'ils ne rachètent pas tout,
le fait d'acheter des éléments symboliques de l'identité française, le PSG, le printemps, etc., à la fin, vous avez un phénomène de saturation, mais de saturation irrationnelle. Irrationnelle qui est portée par le fait que le regard d'une partie de l'opinion vis-à-vis du Qatar est finalement le regard d'une partie de l'opinion vis-à-vis de l'islam. Et comme ce regard est déprécié et comment dirais-je, sujet à chaque fois à polémique, eh ben évidemment, vous avez une équation où ça fait Qatar plus islam, plus en plus les banlieues. Là, vous avez toutes les raisons de croire que c'est la dynamite, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez une troisième question, je crois, c'était Les travailleurs. Ah oui, les travailleurs immigrés. Alors, il faut savoir que cette situation tragique, que j'appelle moi comme étant un point noir dans le projet qatari, puisque le projet qatari souhaite se prévaloir comme étant un modèle pour le pays du Golfe, mais avec ce point noir, il ne pourra pas se prévaloir comme étant un modèle, parce que vous ne pouvez pas comme ça mettre de côté les 3/4 de votre population et la reléguer dans une situation absolument condamnable. Je veux dire, la condition des ouvriers étrangers, notamment asiatiques, elle est dramatique. Elle est dramatique parce qu'elle est le fruit d'un système, notamment fait de ce qu'on appelle le parrainage, qui est la porte ouverte à tous les abus et qui distingue les habitants entre finalement Qataris et Occidentaux d'un côté qui sont extrêmement bien lotis et, comment dirais-je, immigrés asiatiques qui sont considérés comme la main-d'œuvre bon marché et convenable à merci. Le problème, c'est que vous avez un socle administratif et juridique auprès des pays du Golfe qui, dès le départ, fonctionne comme selon l'équation suivante. Les autochtones, c'est à eux que doit être reversée la rente pétrolière et gazière, et uniquement à eux. Et les étrangers qui arrivent, autant les étrangers occidentaux sont très bien lotis, puisque la plupart c'est des expatriés, donc ils vivent très bien, parce que c'est des sociétés occidentales qui les envoient au Qatar. Évidemment, vous êtes très bien lotis en tant qu'expatriés en général, encore mieux quand c'est dans les pays du Golfe. Mais pour la grande majorité des travailleurs étrangers, à savoir qui viennent du sous-continent indien, du Bangladesh, des Philippines, de l'Inde, du Népal, etc., c'est des conditions, pour la plupart, extrêmement peu reluisantes. Et le problème, c'est que ce système d'une distinction, voire d'une stigmatisation, plutôt presque d'une discrimination établie et presque dans le droit, risque de perdurer parce que, naturellement, j'allais dire, les Qataris ont une volonté de préserver finalement le contrôle de leur pays. Et si vous ouvrez, on va dire, par exemple, un peu à la manière occidentale ou française, les droits dans le cadre d'une citoyenneté égalitaire à l'ensemble de la population du Qatar, eh ben vous allez avoir ce sentiment finalement que le pays va leur échapper et qu'ils ne vont plus être en mesure de pouvoir finalement préserver leurs intérêts et leurs intérêts qui sont nombreux. Quand on sait qu'aujourd'hui les Qataris sont les plus riches de la planète parce qu'évidemment une bonne partie de la rente pétrolière et gazière est distribuée uniquement parmi les autochtones, et j'ai aussi un chiffre qui résume un petit peu tout, c'est que quand on prend la proportion de millionnaires en fonction de la population totale, le Qatar arrive à la 2e position. C'est-à-dire c'est le 2e pays qui détient le plus de gens avec un patrimoine de plus d'1 million d'euros, après Singapour, mais avant la Suisse et avant le Luxembourg. Donc vous voyez évidemment que tout est fait pour pouvoir préserver un cadre juridique, un cadre légal qui permet de continuer à distribuer la rente pétrolière et gazière uniquement auprès des autochtones. Et pour finir sur votre question, s'il y a un élément qui risque de porter préjudice au Qatar à l'horizon 2022 pour l'attribution de la Coupe du Monde, pour moi, ce n'est pas du tout les soupçons de corruption, parce que les soupçons de corruption, c'est monnaie courante auprès de la FIFA, et on ne va pas me faire croire que la FIFA, comme le CIO, ce n'est pas des organisations semi-mafieuses. Par contre, le fait de continuer à reléguer dans un rôle subalterne les ouvriers qui vont construire les stades, le Qatar risque d'être la victime d'une campagne de presse qui a déjà commencé aujourd'hui et qui a été orchestrée notamment par la Conférence syndicale internationale et qui risque de prendre de plus en plus d'ampleur. Et là, eux qui sont extrêmement soucieux de leur image, à l'approche de la Coupe du Monde, ces critiques de plus en plus véhémentes vont se répéter, et je ne sais pas comment ils vont faire à l'approche de la Coupe du Monde pour pouvoir expliquer et justifier auprès de la FIFA comme auprès de l'opinion publique internationale que vous avez des ouvriers que vous traitez comme des moins que rien et qui sont eux qui ont été finalement les véritables héros de la Coupe du Monde
il vous faudra à un moment donné trouver une solution. Mais quelle solution vous allez trouver? Je ne vois pas comment ils vont faire. Des questions après. Bonsoir. Donc, ma question, donc je voulais revenir sur la relation entre la chaîne Al Jazeera et le printemps arabe. Donc là maintenant, donc actuellement, plusieurs intellectuels, donc gens de la presse, donc ils considèrent que cette chaîne-là était un des catalyseurs dans ce printemps. Et du coup, donc, qu'est-ce que vous en pensez? Et la deuxième question, donc ça découle de la première, donc c'est comment c'est que c'est l'État du Qatar, c'est l'État qui finance cette chaîne. Donc au final, quel est l'intérêt de l'État du Qatar dans ce printemps arabe? Donc, voilà. Quel est l'intérêt du Qatar dans le printemps arabe? Il faudrait une autre conférence. Je vais essayer d'être très court. Sur votre première question, pour faire de manière très schématique, vous avez 2 temps, vous avez 2 âges presque pour Al Jazeera. L'âge qui part de la naissance de la chaîne jusqu'à février 2011, où là, pour le coup, Al Jazeera a atteint son apogée maximale auprès de l'opinion publique arabe, voire internationale. Février 2011, c'est la chute de Hosni Moubarak, parce que pendant toute la décennie 2000, elle a représenté un petit peu la vitrine un petit peu populaire de toutes ces populations d'Égypte, de Tunisie, du Maroc et d'ailleurs, qui étaient réprimées par des dictatures illégitimes et qui trouvaient en Al Jazeera la manière de pouvoir exprimer leurs revendications, leurs aspirations, puisque très souvent des opposants étaient invités et à la différence des discours pompeux des chaînes d'information nationales, vous aviez des véritables débats contradictoires et vous aviez pour les opposants du monde arabe la possibilité de pouvoir s'exprimer et de s'adresser à l'ensemble de la population de l'espace arabe. Ça, c'est ce qui a fait l'une des forces d'Al Jazeera. En dehors de sa couverture et de son traitement particulier des guerres, notamment en Irak, en Palestine, où là, pour le coup, elle s'est imposée comme quasiment la meilleure chaîne quasiment de l'espace audiovisuel international, et elle a gagné ses galons, notamment en Irak, où elle a pu, à Falloujah, à Bagdad, démontrer notamment l'utilisation d'armes de destruction massive, notamment à Falloujah. Mais très rapidement, l'apogée, c'est février 2011, où, à la suite de ce qui s'est passé en Tunisie, vous avez Al Jazeera qui continue de soutenir et d'alimenter un petit peu le vent de révolte par une couverture extrêmement partisane, et une tonalité éditoriale foncièrement anti-gouvernement qui a permis et qui a été un des électeurs, un des facteurs qui a éjecté Ben Ali du pouvoir et qui a éjecté également Moubarak de son siège. Février 2011, vous avez l'apogée, mais 2 mois plus tard, mars, avril et surtout à partir d'avril 2011, vous avez une inversion des perceptions qui se traduit de manière extrêmement visible dans des pays comme l'Algérie, la Tunisie, à partir du moment où le Qatar va participer à l'opération militaire de l'OTAN contre la Libye. Et à partir du moment où le Qatar participe activement, militairement, à cette opération qu'une partie de l'opinion publique arabe ne va pas comprendre et qu'elle va assimiler à une forme de croisade occidentale contre un pays souverain de la nation arabe, le fait qu'Al Jazeera ait, d'une manière ou d'une autre, relayé les options diplomatiques du Qatar et continué à soutenir l'opération qu'une partie de l'opinion considérait comme étant une croisade, là, vous avez une inversion de perception qui fait que jusqu'à aujourd'hui, la perte de crédibilité, la perte même de l'audience d'Al Jazeera continue à se ressentir jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que l'opération en Libye a constitué un espèce de basculement où, en février 2011, Al Jazeera quasiment avait le monopole de la couverture, du traitement, voire même de la manière de raconter un petit peu l'histoire dans le monde arabe. Et à partir du moment où elle s'est jointe aux autorités du Qatar pour pouvoir accompagner l'opération militaire en Libye, vous avez une partie de l'opinion qui lui a tourné le dos, qui la critique sévèrement aujourd'hui. Vous avez un certain nombre de journalistes également qui ont démissionné parce qu'elle a choisi son camp. Mais elle a choisi son camp comme le Qatar a choisi son camp. Tout à l'heure, j'exposais un petit peu le fait qu'il était un petit peu un médiateur et quelqu'un qui voulait finalement se faire que des amis.
au lendemain du printemps arabe, le Qatar a choisi son camp. Il a choisi d'abord le camp des populations, les camps des peuples contre les dictatures, comme en Tunisie et en Égypte. Mais aujourd'hui, il a choisi son camp parce qu'il a opté pour une victoire des partis issus de la matrice des frères musulmans. C'est vrai en Tunisie comme c'est vrai en Égypte. Et donc ces deux éléments se sont conjugués pour faire perdre à Al Jazeera l'attrait qu'elle avait pendant toute la décennie 2000, et qu'aujourd'hui vous avez donc une chaîne qui est un petit peu comme le Qatar, qui suscite finalement la crispation. Soit beaucoup, vous avez une partie d'opinion qui va la voir comme étant la meilleure des chaînes, elle continue à susciter pas mal d'admiration auprès d'une partie de l'opinion, soit, comme s'agissant du Qatar, il y en a certains qui vont la tourner le dos, qui vont la critiquer sévèrement, et elle suscite aujourd'hui pour une partie de la répulsion, voire de la désapprobation. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, j'ai répondu un petit peu s'agissant de la posture du Qatar au lendemain des printemps arabes. C'est clair qu'à un moment donné, on a fait le pari au Qatar que les régimes à bout de souffle, tels les régimes de Moubarak et de Ben Ali, étaient à lâcher, qu'il fallait se situer du beau côté de l'histoire. C'est pour ça qu'on a eu très vite un lâchage du Qatar, du régime tunisien, du régime égyptien, mais également du régime syrien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voyait la Tunisie, l'Égypte, le calcul a été fait très simple au Qatar. On ne va pas continuer à soutenir des régimes finalement qui demain n'existeront plus. Ça, c'est un sens de l'opportunisme politique premier, j'allais dire. On est dans un calcul pragmatique du rapport de force, d'un basculement de l'histoire. Il faut être du bon côté. Et finalement, aujourd'hui, s'il n'y a plus d'intérêt à soutenir tel ou tel, finalement, on retourne un petit peu sa veste et on va de l'autre côté. Mais le deuxième élément, et ça, je pense qu'il faut lui donner la place qu'il mérite, c'est la posture et la position qu'a prise le Cheikh Al-Qaradawi lors de ces printemps arabes, et qui a toujours été en faveur à la fois des peuples contre les dictatures, et lorsque la possibilité a été donnée aux peuples de pouvoir participer à des élections, qui a pris plus ou moins l'appui ou il a soutenu un petit peu les partis issus des frères musulmans, et donc le Qatar lui a un petit peu emboîté le pas. Donc vous avez aujourd'hui une situation en Tunisie, en Libye, en Égypte et particulièrement en Syrie, où le Qatar prend fait et cause pour cette partie de l'opposition en Syrie, incarnée par les frères musulmans, et c'est la ligne politique aujourd'hui défendue par les autorités du pays. Bonsoir. Justement, j'avais une question. Enfin, justement, je voulais aborder ce qu'on appelle le printemps arabe. Et au final, en fait, je vais plutôt approfondir. Vous avez parlé d'opportunisme. Enfin, je suis d'accord avec vous. Enfin, il y a eu un opportunisme certain et puis un pragmatisme de cet émirat. Mais je me demande si ce n'est pas inscrit dans une stratégie bien à long terme, c'est-à-dire qui a commencé en fait depuis la guerre froide. Et en fait, je me demande, est-ce que c'est le Qatar qui est allé chercher les États-Unis ou les États-Unis qui sont venus chercher le Qatar? Je veux dire, est-ce que c'est les États-Unis qui sont venus chercher un bon client, c'est-à-dire le futur prince du Qatar? Ou alors, avant même son coup d'État? Ou alors c'est une fois le prince sur le trône qui a cherché le parapluie des États-Unis? Et je reviens donc à mon idée première, c'est-à-dire la stratégie à long terme, et je fais remonter ça à la guerre froide, c'est-à-dire on a cherché les partis islamistes, déjà à travers la CIA et les frères musulmans, contre les régimes progressistes, que ce soit en Égypte, et aujourd'hui on en est arrivé à bout. En ce moment c'est contre la Syrie, et puis demain peut-être c'est contre le régime algérien. Je dis algérien parce que je connais la question vu que je suis d'origine algérienne. Et ce matin, je me disais, mais Bouteflika, qui a été un ancien conseiller du roi du Qatar pendant 10 ans, il arrive en 99. C'est comme si aujourd'hui, il voulait plus donner des avantages aux Américains au détriment des Français en Algérie, tout en faisant une réconciliation nationale avec les islamistes de l'époque. Et c'est pour ça pourquoi je voulais voir votre avis. Est-ce que cette perspective-là de géopolitique est pertinente ou pas? Merci.
Je pense que votre question principale, c'est quel est le degré d'implication des Américains dans finalement l'orientation de la politique étrangère du Qatar, en dehors de ce qui se passe avec l'Algérie. Et j'essaierai de répondre à la fin. Proche de l'ancienne Union soviétique. Ouais. Oui, il y a une chose où il faut être clair, c'est qu'à un moment donné, l'actuel émir, c'est-à-dire celui qui a destitué son père, avait une obligation de pouvoir se mettre le gouvernement américain de son côté pour pouvoir finalement faire valider son coup d'État par ce qu'on appelle le gendarme de la région, qui est le gendarme du monde, qu'est la puissance américaine. Donc de mon point de vue, il y a eu un espèce de deal qui a été effectué entre le futur émir et les États-Unis, qui ont adoubé le coup d'État, mais avec la contrepartie où le Qatar devait devenir un petit peu l'artisan d'une forme de réconciliation avec Israël. Et dans les faits, pourquoi je vous dis ça? Parce que les faits, quand on essaie de les mettre en perspective, vont dans le sens de cette explication. Le premier pays quasiment dans la nuit du coup d'État à reconnaître le nouveau gouvernement et donc le nouvel émir, ce sont les États-Unis. 2, quelques mois après l'accession au pouvoir de Sheikh Hamad, vous avez le premier ministre israélien à l'époque, Shimon Peres, qui est invité au Qatar. Et donc il fait une visite officielle. C'est quasiment la première. C'était la première dans les pays du Golfe de voir un premier ministre officiel israélien débarquer comme ça dans une capitale arabe du Golfe. Et donc ça avait suscité énormément de tensions et de polémiques. Mais si vous voulez, c'était un petit peu le deal. Aujourd'hui, je pense que ce deal-là, qui a donc été à la racine et au cœur de la transmission du pouvoir entre le père et son fils, est beaucoup plus difficile à comprendre. En tout cas, il a perdu de sa splendeur. Pour un élément qui, de mon point de vue, a hérité, ou plutôt mis en colère à la fois l'administration américaine comme l'administration israélienne, qui est le fait que l'émir s'est rendu à Gaza en octobre dernier. En octobre dernier, vous avez l'émir du Qatar qui, le premier, va à Gaza et qu'est-ce qu'il fait? Il casse de manière symbolique, politique et médiatique un blocus de la bande de Gaza qu'Israël et les États-Unis voulaient rendre permanent. Et donc c'est le premier finalement qui crée un précédent et qui fait voler un petit peu en éclat l'agenda israélien dans la région qui souhaitait confiner le Hamas dans une espèce d'isolement international perpétuel, et c'est l'émir qui casse. Non seulement qui casse cet embargo, mais en plus de ça, offre et donne de manière financière la possibilité au Hamas de se reconstruire. Puisque non seulement il est venu et qu'il a cassé de manière symbolique un blocus qu'on souhaitait rendre permanent, mais que dans le même temps, il est venu avec au départ 250 millions d'investissements, qu'il a transformé pendant la rencontre à 400 millions, qu'il a fait porter à 400 millions, et qui permet aujourd'hui à Hamas de reconstruire et de continuer à offrir un petit peu à la population gazaoui de quoi survivre. Donc cette posture aujourd'hui du Qatar pro-frères musulmans qui se traduit dans son investissement économique en Tunisie, son alliance médiatique et politique en Tunisie, en Égypte, en Tunisie, et même dans le soutien qu'il apporte aujourd'hui à la bande de Gaza, constitue, de mon point de vue, aux yeux des Américains, alors non pas un casus belli, on n'est pas dans une déclaration de guerre, mais en tout cas ont considérablement refroidi les relations entre le Qatar et les États-Unis. D'ailleurs, moi je cite dans le livre, à la suite de cette visite, vous avez la déclaration d'un haut responsable israélien du ministère des Affaires étrangères qui, considérant et observant un petit peu, analysant l'activisme du Qatar en faveur des frères musulmans, a déclaré qu'à terme, l'ennemi irréductible, the bitter enemy en anglais, d'Israël dans la région, c'était le Qatar, parce que ce pays-là adopte une politique qui va, dans une perspective de long terme, en contradiction flagrante avec les intérêts israéliens dans la région. Pardon. Je voulais juste dire par rapport à votre commentaire et pour voir quelle est votre réaction. Il y a une très belle photo du roi d'Arabie Saoudite, Faisal, sur un bateau américain avec Roosevelt, et je crois que ça date de 43 ou 33. Voilà. Ensuite, la naissance de l'Aramco et l'inclusion de l'appareil d'État américain sous sa forme militaire dans la majorité des pays du Golfe.
est-ce que donc dans les 80 dernières années, la position de ces régimes par rapport à la force américaine est la même? La deuxième chose, je voulais vous confirmer la force des stéréotypes en France par rapport aux investisseurs, en particulier venant de pays arabes, et qui se traduit par une chute des exportations françaises, parce que les gens ne comprennent pas que de l'autre côté, il y a des gens qui achètent. Et si vous me regardez comme vous me regardez, je vais plutôt prendre du matériel allemand ou suédois, ou venant de l'Inde, qui est également très forte en matière de machines-outils. Et il n'y a aucune culture politico-économique en France vis-à-vis de l'influence des stéréotypes sur les marchés internationaux. La deuxième remarque, on est d'accord. Donc je ne peux que souscrire à ce que vous dites. La première, je vais être un peu court, parce que 80, peut-être pas 80 ans de présence. L'épisode que vous soulignez, c'est donc l'accord du Quincy, c'est-à-dire ce bateau militaire américain qui a vu la signature entre Roosevelt d'un côté et Ibn Saoud, donc le fondateur de l'Arabie Saoudite, et qui finalement installe ce qui va être le lien indéfectible dans la région, à savoir le pétrole contre la sécurité. L'Arabie Saoudite fournira du pétrole bon marché à l'économie américaine qui en a bien besoin et qui en a toujours besoin, pour reprendre l'expression d'un diplomate américain, c'est comme le pétrole est pour l'économie américaine ce que le sang est au corps humain, c'est-à-dire c'est évidemment un élément indispensable, et que de l'autre côté, les États-Unis apportent et garantissent la sécurité militaire des frontières de l'Arabie Saoudite. Mais ça, c'est vrai pour l'Arabie Saoudite, mais c'est vrai également pour l'ensemble des pays du Golfe. Donc là, je ne peux aller que dans votre sens, à la différence près que le Qatar a souhaité faire deux choses. D'une part, ne pas se cantonner à des relations stratégiques au niveau militaire avec les États-Unis, et il y a des accords de sécurité stratégique qui ont été signés en 1998 puis en 2004 avec la France, et même aussi avec la Grande-Bretagne, c'est-à-dire qu'on est dans une volonté de diversifier un petit peu sa coopération militaire. Et puis le deuxième élément, c'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure, dans le cadre du monde qui est le nôtre, dans le schéma de la mondialisation, c'est très bien d'avoir une sécurité militaire via le hard power, mais c'est encore mieux de pouvoir la faire converger, ou en tout cas la traduire via le soft power, avec l'épisode que j'évoquais tout à l'heure de la Coupe du Monde pour le Koweït. Aujourd'hui, le Qatar s'est installé comme un acteur reconnu par la communauté internationale, et une grande partie de cette reconnaissance est due à sa visibilité internationale. Et plus vous êtes visible aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, plus finalement vous pesez, et que l'une des manières de pouvoir peser pour les autorités du Qatar, c'est d'agir par le levier d'Al Jazeera, donc par le biais de sa chaîne, évidemment par le biais de sa puissance financière. Mais la puissance financière ne résume pas tout, puisque vous avez également des pays dans la région, les Émirats arabes unis par exemple, qui ont un bras, ou plutôt un fonds souverain, un bras financier, qui est encore davantage doté que celui du Qatar. Le Qatar, c'est à peu près 150 milliards d'actifs, en tout cas de fonds souverains. Le fonds souverain est doté de 150 milliards à peu près de dollars. Pour celui d'Abu Dhabi, on est à quasiment 700 milliards de dollars. On voit que donc c'est beaucoup plus important. Sauf que ce n'est pas la même stratégie de visibilité, et que les Émirats arabes unis se disent peut-être qu'on a sous-traité de manière complète notre sécurité aux Américains pour pouvoir vous reprendre. Les Qataris sont dans une autre posture. Oui, les Américains, mais pas uniquement. La France et la Grande-Bretagne également. Et puis cette politique qui doit nous fixer sur la carte pour pouvoir finalement s'afficher pour exister. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci beaucoup. Donc j'ai 2 ou 3 questions. On va passer peut-être à la partie méchante, je veux dire comme ça. J'étais très charmé, si on peut dire, en lisant votre livre 3 fois, 4 fois. J'ai mis les chevilles, je suis revenu, les critiques, tout ce qui se passe à la télé, etc. Mais tout ce que vous avez dit, c'est bon, sauf j'ai 2 ou 3 critiques. Il y a un mot qui me gêne dans votre livre. C'est le mot énigme. Et vous venez présenter partout sur le plateau de télé l'énigme de Qatar ou l'énigme qatari. Écoutez, si vous revenez, je ne suis pas francophone, mais l'énigme dans l'escolopédie, c'est quelque chose, un jeu d'esprit dont le sens est caché, à la fin stratégique, relationnel et même logique. Et là, je vois que les raisons qui vous ont poussé à écrire ce livre, vous l'avez dit au départ, c'est les contradictions de Qatar.
Et vous arrivez après vous décrire aussi exact que possible une réalité que tout le monde le connaît. Vous ajoutez des choses, des exemples. Vous étiez sur le terrain. C'est ça ce qui fait votre force de frappe avec les 9 livres qui sont sortis. Vous avez dit 5, c'est 9. Si on ajoute tout, les 2 en allemand, les 4 en anglais et les 3 en français. Et le vôtre, ça fait 9. Okay? Donc, l'énigme, moi je ne vois pas d'énigme de Qatar. Et vous n'avez pas parlé que c'est des gens qui essayent de faire la stratégie en termes tactiques. Et vous avez sur ce pot, on appelle dans la politique, l'erreur tactique se mesure avec l'écart stratégique. C'est-à-dire, si aujourd'hui je fais un écart de quelques millimètres, avec le temps, ça devient des kilomètres. Et c'est ça où elle est aujourd'hui, Qatar. C'est ça avec Al Jazeera, etc., etc. Je pense que vous êtes sympathisant des frères musulmans. Je pense que vous avez de sympathie pour le Qaradawi, etc., avec Tarek Ramadan, etc. Donc, il essaie, Qatar dit qu'il voit quelque chose. Je cite dans votre livre que Moussa, elle essaie de trouver tout ce qui est les personnalités dynamiques à fort potentiel sympathique et symbolique. Les 4 mots, moi, je les ai réunis, je ne les ai pas trouvés à Qatar. Quand vous invitez le Qaradawi chez vous, quand vous invitez Tarek Ramadan, c'est une idéologie qui rentre. Il faut s'identifier, il faut assumer par la suite les conséquences. On n'achète pas Ibrahimovic, tout de suite on peut lui dire, écoute, vous jouez, mais je m'en fous ce que vous pensez. Comme Beckham, après 1 an, il peut partir. Il n'appartient plus à Qatar. Donc c'est ça stratégiquement ce que je dis. Est-ce que vous avez cité qu'on a arrêté les wahhabistes quand ils vont parler, les gens qui viennent de Tamim, ils ont arrêté la vente du vin en 2012. Vous êtes au courant de ça? Voilà, d'accord. Est-ce que vous connaissez le coup d'État, pourquoi en 2009? Est-ce que vous connaissez? C'est les wahhabistes qui sont arrivés, ils ont dit, arrêtez, nous sommes des bédouins, virgule, nous sommes des musulmans, virgule, nous avons des choses. J'aurais bien aimé que votre livre, il sera les contradictions d'une stratégie qui avoue l'échec de Qatar. Ça, je lis avec plaisir. Et je trouve que vous avez, l'énigme, ça me gêne. Je reviens à une autre chose. Ce que vous êtes en train de dire maintenant, c'est comme si j'aurais bien aimé voir le dernier chapitre de votre livre, les perspectives. Est-ce que cette stratégie, elle est gagnante? Elle est faite pour quoi? Et aujourd'hui, je tire chapeau à nos amis turcs, dont je me reconnais un petit peu dans le passé. Dans une autre vie, j'étais turc. OK. Donc, sympathisant. Je vais vous dire après pourquoi j'étais turc dans une autre vie. OK. C'était la stratégie américaine pour arrêter le modèle turc avec leur Premier ministre, qui a dit non avec une stratégie claire, nette, précise, sans contradiction. Et on va voir l'histoire. Et ils ont dit, attention, la Turquie monte, il y aura un affrontement entre l'Iran, Perse et les Ottomans. Et là, l'Amérique, il essaye de se traiter, faire face à nos ancêtres ottomans. Je me reconnais, je suis du Maghreb, mais nos ancêtres, c'est des Ottomans. Et je pense à quoi je vise. Ils l'ont arrêté. Maintenant, on n'entend plus parler de la Turquie. Pourquoi? C'est le Qatar qui se met au milieu, avec manne financière énorme, etc. Ça, je n'ai pas trouvé dans le livre. La troisième des choses, j'aimerais vous dire, est-ce que vous voyez que la stratégie maintenant, l'auteur qui répond à une question perspective, est-ce que vous pensez que cette stratégie, elle va durer? Ma première question. 2, est-ce que l'arrivée de la Coupe du Monde, je prends un exemple, l'arrivée de la Coupe du Monde en 2022, ils vont accepter tous les mœurs qui vont arriver? Ah, la samba brésilienne, vous l'acceptez à Doha, vous? Sincèrement, autant que frère musulman. Mais répondez-moi de toute honnêteté. Vous ne pouvez pas faire la Coupe du Monde sur le Brésil. Ah, je ne vous cite pas l'Argentine, l'Uruguay et j'en passe. Vous acceptez la Hollande et vous voyez à quoi je vise. OK? Donc, est-ce que cette stratégie, j'aimerais bien... Maintenant, je ne vous attaque pas personnellement. J'ai bien apprécié ce que vous en avez donné parce qu'il y a des informations que je ne connais pas. Juste pour votre information, la ville où vous vous trouvez aujourd'hui, vous revenez ici, le premier conseiller de Sa Majesté, il a fait ses études à Rennes 1. Sa Majesté du Maroc? Non, Sa Majesté, moi je l'appelle Sa Majesté quand je suis à Qatar. Il n'y a pas que Sa Majesté au Maroc. Hein. Il y en a aussi des Qatars, etc. OK? Je vais vous citer la dernière des choses. La personne qui conseille l'émir, il a fait ses études à Rennes 1. OK? On arrête là. Et celui qui noue les liens entre la France et le Qatar. Ma deuxième question, donc les perspectives, la première. Ma deuxième question, elle arrive tout de suite. Vous ne pensez pas que ce Qatar n'arrête pas de changer les régimes? Un jour, elle va se trouver, elle a changé partout, sauf à Qatar. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après? On va appeler un deuxième Qatar qui change au Qatar?
Voilà, ma question, c'est ça. J'aimerais bien voir vos opinions dans le perspective. Parce que décrire la réalité, malheureusement, on la connaît avec toutes les contradictions sportives, religieuses et médiatiques. Merci. C'est une batterie de questions, en fait. Il y en a pas. Oui, mais écoutez, je vous ai dit qu'on va passer à la partie méchante. Il y en a 10, je crois. Et j'ai rien contre vous. Hein, non, il n'y a pas de problème. Mais j'ai beaucoup de choses contre Qatar, plutôt la stratégie de Qatar, qui n'a rien d'énigme. Parce que quand on la résout, on ne la trouve rien. Il n'y a pas un sens caché. D'accord. Bah, écoutez, je vais essayer de vous répondre de manière succincte et à toutes vos questions. Je ne sais pas si vous avez écrit un livre, mais bon, c'est un peu le lot commun de tous ceux qui écrivent et qui sont ensuite dans l'élaboration du titre en discussion avec leur éditeur. Très souvent, le titre n'est pas le fruit de l'auteur, mais de l'éditeur. Très souvent. Et ça a été le cas pour celui-ci. C'est-à-dire que le titre... Non, c'est-à-dire que très souvent, même un livre récent avec lequel j'étais pas d'accord du tout avec l'auteur m'a dit la même chose. Très souvent, c'est en discutant avec l'éditeur. L'éditeur a besoin, évidemment, pour pouvoir accrocher l'œil du lecteur, d'avoir un titre un petit peu qui interpelle, qui accroche. C'est une stratégie marketing qui est vieux comme le monde. Donc, quand vous sortez un ouvrage, évidemment, le premier contact avec le public, c'est le titre. Et plus le titre est interrogatif, percutant, plus évidemment il va interpeller le lecteur et susciter sa curiosité, voire sa convoitise. Donc ça, c'était pour l'énigme. Vous avez parlé de beaucoup de choses. D'abord, je ne suis ni le représentant du Qatar, ni un frère musulman, que je vous rassure. Comme ça, moi, c'est clair. Mais vous avez parlé de Qaradawi, de Ramadan. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont autant des personnalités... Enfin, vous avez d'abord le Qaradawi. Le Qaradawi, c'est clair qu'aujourd'hui, il est considéré comme une personnalité de premier plan dans le monde musulman. C'est quelqu'un qui a écrit 130 ouvrages à peu près, et que, il y en a certains qui le décrivent, mais en tout cas, il a une espèce d'envergure et d'épaisseur intellectuelle et médiatique qui gratifie le Qatar du rayonnement d'une personnalité religieuse considérée comme l'ouléma le plus influent de la planète. 1. 2, encore une fois, ça permet de cautionner, voire de légitimer un petit peu, non pas toutes les options diplomatiques du Qatar, puisque j'explique dans le livre comment il a pu s'opposer à la guerre en Irak, etc., mais en tout cas le simple fait de l'avoir présent au Qatar et de lui donner la nationalité du pays permet à la famille régnante de se gratifier d'une bénédiction religieuse. La même chose un petit peu pour Tariq Ramadan. Mais Tariq Ramadan, dans le cadre de ce que j'exposais tout à l'heure, à la question du collègue, dans cette volonté de Cheikh Hamoza d'incarner un petit peu un islam nouveau, un islam qui puisse se dépoussiérer un petit peu de cette tendance ou de cette image de l'islam wahhabite qui colle très souvent au Qatar et à la péninsule arabique. Avec Tariq Ramadan, on a voulu capter la dimension à la fois académique et symbolique d'un philosophe, d'un penseur, que le magazine Time reconnaît comme parmi les 100 penseurs les plus importants de la planète. Et donc l'idée, c'était vraiment de capter sa dimension à la fois symbolique, académique, doublée également d'un héritage religieux, puisque c'est le petit-fils fondateur des Frères musulmans, et qui permet vraiment d'être un petit peu la figure de proue de cette volonté de Cheikh Hamoza d'incarner un islam nouveau, un islam qui puisse faire contradiction avec cette tendance un petit peu conservatrice de la société au Qatar. Vous disiez, est-ce que la stratégie du Qatar va durer ? Toute la question est là. Et moi, dans le livre, j'apporte un certain nombre d'éléments qui me font poser des questions. Et ça revient également à ce que vous disiez par rapport à la Coupe du Monde. Autant ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas tellement les soupçons de corruption qui, de mon point de vue, poseront de grands problèmes au Qatar lors du Mondial 2022, mais c'est d'une part comment ils vont faire avec cette pression internationale qui va commencer à les interroger sur la condition décriée des immigrés, des travailleurs étrangers, mais également comment ils vont faire. Et là, vous avez pris le Brésil comme exemple et vous avez totalement raison. Le Brésil, la Hollande, c'est-à-dire comment ils vont faire, eux, dans un émirat qui reste conservateur, où les relations entre hommes et femmes sont strictement régulées, où la consommation de l'alcool est interdite,
avec pendant quelques semaines des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de téléspectateurs qui, pour une grande partie, viendront d'Europe ou d'Amérique latine et où les mœurs sont complètement différentes de celles du Qatar. Donc là, j'avoue, gros point d'interrogation. C'est-à-dire, je pense qu'eux-mêmes n'ont pas encore pris la mesure et sont encore dans cette espèce d'effervescence de se dire, pour la première fois, un pays arabe va accueillir la Coupe du Monde et qu'ils sortent avec une considérable fierté vis-à-vis d'avoir remporté un petit peu pour la première fois, même dans le monde musulman, quasiment, pas uniquement le monde arabe, le monde musulman, pour la première fois, la Coupe du Monde va être donnée à un pays musulman, donc ils sont encore dans cette espèce d'effervescence. Ils veulent également tirer profit pour diversifier un peu leur économie, mais dans les faits, j'avoue que pour moi, je ne sais pas comment ils vont faire pour pouvoir, solder cette contradiction, d'accueillir des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui risquent d'apparaître avec des mœurs, avec des attitudes, avec des comportements qui sont aux antipodes de ce qui se fait aujourd'hui au Qatar. Vous avez parlé du fait dans la région de ce qu'on appelle Pearl Island, donc cette partie de Doha où vivent une grande partie des expatriés. L'année dernière, l'alcool a été interdit parce que vous avez eu un certain nombre de comportements problématiques de la part d'un certain nombre de personnes qui avaient bu un peu trop. Et donc l'alcool a été complètement interdit dans cette région de la ville de Doha. Ça vous donne un petit peu la mesure de l'extrême sensibilité de la consommation d'alcool, voire des relations entre hommes et femmes qui sont strictement régulées. Et donc, moi, je vous rejoins dans cette question. Comment ils vont faire ? J'avoue que je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse pour ça par rapport à la Coupe du Monde. Enfin, pour la Turquie, la Turquie, c'est autre chose. On est dans d'autres paramètres. La Turquie a ce que n'a pas le Qatar. C'est-à-dire que la Turquie peut agir d'abord sur le hard power. La Turquie, c'est un pays déjà avec une profondeur historique qui n'est pas celle du Qatar, avec évidemment une identité extrêmement forte. Vous avez également une puissance économique, même si le Qatar a une puissance économique tirée de ses hydrocarbures, la Turquie a une économie qui est beaucoup plus florissante en termes de diversification de son économie. Et puis, elle a aujourd'hui un rôle stratégique majeur dans l'équation du Moyen-Orient. D'ailleurs, l'une des ambitions du Qatar, et ça se traduit dans le conflit syrien, c'est de créer un espèce d'axe entre le Qatar, la Turquie et l'Égypte qui puisse porter un petit peu le monde musulman. Et aujourd'hui, on voit cette alliance se nouer au sein de la crise syrienne. Ceux qui sont le plus en soutien des rebelles syriens, au moins au niveau humanitaire, au niveau financier, voire au niveau médiatique, c'est très souvent la Turquie et le Qatar. D'ailleurs, les villes où se réunissent la coalition syrienne, c'est soit Istanbul, soit Doha. Donc on a une volonté de la part du Qatar de nouer un partenariat stratégique solide et sur le long terme avec un pays, la Turquie, qui joue un rôle moteur. C'est 70 voire 80 millions d'habitants. La Turquie, c'est pas un pays de 2 millions d'habitants. Donc ça a des facteurs de puissance absolument importants dans l'équation stratégique de la région. Et donc cette volonté est vraiment de vouloir créer un axe fort entre les deux pays, voire avec l'Égypte, quand l'Égypte demain, évidemment, se remettra un petit peu de la crise dans laquelle elle est engluée. Dernière chose par rapport à tout ce que vous avez dit, pour le coup, là, je ne suis pas tellement d'accord, parce que on sent un petit peu derrière vos propos l'idée de se dire, oui, le Qatar investit partout, peut-être est celui qui tire les ficelles dans un certain nombre de pays, il a réussi à faire tomber un certain nombre de régimes. Il ne faut pas sublimer et exagérer non plus le rôle du Qatar. C'est-à-dire que c'est clair, via Al Jazeera, via ces investissements, ils ont des outils qui leur permettent d'investir et de peut-être d'influer le cours des choses, mais il faut toujours ramener aux proportions réelles de l'application et de l'influence du Qatar. J'étais avec un spécialiste récemment qui me disait que l'équivalent du Quai d'Orsay au Qatar, c'est-à-dire que le nombre de diplomates en poste au Qatar, c'est 140 personnes. 140. C'est pas avec 140 personnes que vous allez modifier de manière radicale l'évolution du monde arabe, et c'est pas avec un pays de 2 millions et 300 000 nationaux que vous allez pouvoir comme ça considérablement modifier le destin de pays entiers, voire d'une région entière, voire pour certains le monde. Donc il faut toujours revenir aux éléments quantifiables, à la réalité. Certes, il a un rôle, et au-delà de son rôle, il faut avoir comme grille de lecture analytique vis-à-vis du Qatar
celle qu'on a pour n'importe quel pays du monde et qui a été résumée dans l'expression du général de Gaulle, la France n'a pas d'amis, elle a que des intérêts. Le Qatar n'a pas d'amis, n'a pas d'état d'âme, il a des intérêts qu'il souhaite défendre et donc il est dans une espèce de projection de sa puissance, il a besoin de s'afficher pour exister, il est dans une situation extrêmement trouble avec un précédent koweïtien qui constitue pour lui un traumatisme à ne pas reproduire et donc il est dans une volonté de vouloir défendre ses intérêts. Oui, donc vous avez parlé des grandes ambitions du Qatar pour à la fois se faire connaître et puis aller vers un monde peut-être plus moderne. Une question de base, où sont les femmes dans tout ça ? Je veux dire, est-ce qu'elles font partie de... Vous avez parlé d'un pôle d'excellence académique. J'imagine que donc il y a forcément des filles là-dedans. Et est-ce qu'après elles occupent des postes significatifs ou des postes à responsabilité ? Est-ce que ce sont uniquement des femmes d'eux ? Enfin, comment ça se passe ? Très bonne question qui me permet encore une fois de répondre aux collègues sur la question de l'éducation privée, puisque j'ai parlé tout à l'heure des éléments sur l'éducation de la Qatar Foundation, la question de la mixité et la question de la langue anglaise, mais au-delà de la mixité, la question de la proportion des femmes. Dans le campus de l'Educational City, et donc qui est véritablement le campus qui va donner au Qatar les cadres de demain, c'est vraiment là et pas dans l'université publique que vous trouverez ceux qui seront aux commandes des centres de pouvoir du Qatar. Vous avez certaines facultés où il y a 75% de femmes. 75%. Mais après, c'est-à-dire qu'au-delà du fait d'avoir des femmes qui sont de plus en plus instruites, vous avez une bonne partie, et pour se rendre sur place, on le constate de visu, des Qatariennes qui travaillent également. Par exemple, le premier contact que vous aurez en allant au Qatar, évidemment, c'est l'aéroport. Et l'aéroport du Qatar, donc vous avez un certain nombre de guichets, et c'est toujours un homme qatari, une femme qatari, un homme qatari, une femme qatari, un homme qatari, une femme qatari. Également, quand on va et on participe à un certain nombre d'organisations, de conférences internationales, vous avez à chaque fois l'équivalent féminin de tous les postes où vous voyez des Qataris travailler. C'est-à-dire qu'il y a une réelle volonté de Cheikh Hamoza, encore une fois, d'incarner cet élan émancipateur et d'amélioration de la condition féminine. Ça passe donc par le fait de donner l'opportunité à ces femmes de travailler, comme je viens de l'expliquer, mais également d'étudier, et la majorité de ceux qui peuplent le campus de l'Educational City aujourd'hui sont des femmes, mais ça rentre un petit peu en contradiction avec une autre politique du Qatar, de pouvoir sortir un petit peu de cette menace qui les guette et qui les tétanise du fait d'être une proportion de plus en plus petite au sein de leur propre pays. Et donc, vous avez toute une incitation à la natalité au Qatar, comme dans beaucoup de pays du Golfe. Le problème, c'est que cette politique incitative à la natalité entre en contradiction avec cette volonté d'améliorer la condition féminine du Qatar, de la femme qatari, parce que c'est quasiment une loi universelle. À chaque fois que les femmes gravissent les échelons universitaires et continuent finalement à s'éduquer dans un parcours éducatif, elles font moins d'enfants. C'est quasiment universel. Donc vous avez des femmes qataries qui travaillent, qui étudient de plus en plus, mais en même temps qui font moins d'enfants. Et au-delà de faire moins d'enfants, vous avez un phénomène nouveau, mais vraiment nouveau. Dans les pays du Golfe, c'est encore plus vrai aux Émirats arabes unis, où vous avez une forme de décalage de genre. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de femmes éduquées au Qatar, et donc elles ne trouvent pas leur équivalent au niveau des hommes, et vous avez un nouveau phénomène donc de femmes qataries qui ne se marient pas. Et dans ces sociétés traditionnelles conservatrices, le fait d'avoir des femmes qui arrivent à un certain âge et qui ne se marient pas est très mal vu, sauf que même si c'est très mal vu, ça devient, alors c'est peut-être pas la norme, certes, mais en tout cas un phénomène de plus en plus inquiétant. D'autant plus que ça entre encore une fois, pour le coup, une nouvelle contradiction du Qatar, avec cette volonté de vouloir inciter les familles qataries, et quand je dis inciter, c'est pour le premier enfant. En France, il y a évidemment aussi une forme de politique incitative via la CAF, mais là-bas, on est dans d'autres échelles. Je veux dire, le premier enfant, c'est peut-être pas 1 000 euros, mais c'est 10 000 euros ou 15 000 euros. Le deuxième, beaucoup plus. Enfin, j'ai pas les chiffres, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez considérable parce que la volonté est double. D'une part, d'offrir à court, moyen et long terme
les centres de pouvoir non plus aux expatriés occidentaux, mais aux Qataris issus tout simplement du terreau national. Et deux, c'est évidemment de sortir de cette espèce de menace qui, encore une fois, les tétanise, d'être de plus en plus minoritaires dans leur pays et de voir finalement leur proportion se réduire année après année. Aujourd'hui, on est à 15% de nationaux, c'est-à-dire 300 000 nationaux sur 2 millions d'habitants, mais dans le plan d'investissement de 120 milliards de dollars qui doit permettre au Qatar d'être en mesure d'accueillir la Coupe du Monde 2022, le Qatar aura besoin d'1 million de travailleurs supplémentaires. Ça veut dire 1 million de travailleurs supplémentaires. Vous allez avoir 3 millions d'habitants donc dans une dizaine d'années, mais avec une proportion de nationaux qui ne doublera pas, qui ne pourra pas doubler, pour les éléments que je viens de vous évoquer. Donc oui, la condition féminine est quelque chose qui s'améliore au Qatar sous la houlette de Sheikh Hamza. D'ailleurs, pour répondre également au monsieur tout à l'heure, c'est l'une des marques, l'un des marqueurs qui me fait dire que le Qatar n'est pas totalement un pays wahhabite, parce que quand on voit la condition féminine du Qatar et la condition féminine d'Arabie Saoudite, pour le coup, en Arabie Saoudite, on est clairement dans une vision de l'islam extrêmement dure. L'Iran, c'est encore autre chose. C'est extrêmement dur au niveau de la femme. Au Qatar, ça n'a pour le coup quasiment rien à voir, si ce n'est évidemment la tenue vestimentaire traditionnelle des femmes du Golfe en général, avec la longue abaya noire et le foulard noir, mais ça c'est typique de toutes les femmes du Golfe. Mais en termes d'accès à l'emploi, en termes de possibilité de conduire, en termes de voyage à l'étranger, en termes également d'inscription et du niveau qu'elles atteignent dans les universités, c'est quasiment le jour et la nuit entre les deux pays. Donc voilà. Les dernières questions, on va terminer. Ma question va porter sur la politique diplomatique du Qatar. Vous exposez dans votre livre la politique diplomatique du Qatar qui est de ne pas avoir d'ennemis, d'avoir que des amis. Cette politique conduit le Qatar à bien des contradictions, comme vous le dites aussi dans le livre. Dans cette optique-là, dans ces contradictions-là, il y a le fait pour le Qatar d'avoir des amitiés avec Israël ou encore avec les États-Unis, aussi bien avec le Hamas que les talibans. Ça reflète la volonté du Qatar de s'imposer sur le plan international, mais également sur le plan dans le monde arabo-musulman. Ne pensez-vous pas que tout ce grand écart, toutes ces contradictions dans la stratégie du Qatar ne risque-t-elle pas de se retourner contre le Qatar sur le plan international vis-à-vis de ses relations avec les États-Unis ou Israël ou avec le Hamas ou bien les talibans, et sur le plan dans le monde arabo-musulman, on voit quand même une volonté du Qatar de s'imposer, je ne sais pas si le terme est bien choisi, imposer, comme une puissance musulmane, en tout cas arabe, qui peut venir concurrencer l'Iran ou encore la Turquie. On parlait de la Turquie tout à l'heure. Est-ce que vous ne pensez pas que cette concurrence peut amener le Qatar à avoir aussi des différends avec la Turquie ou l'Iran dans le monde arabo-musulman ? Est-ce que je pourrais compléter un petit peu au niveau, pareil, dans la continuité de la question, la volonté d'être un leader, particulièrement dans le monde sunnite du Qatar, disons dans le niveau international. Est-ce que, déjà par ces contradictions que mon ami a exposées, est-ce que le Qatar n'est pas une bulle qui attend d'exploser ? Carrément. C'est vrai que le mot revient souvent, contradiction. D'une certaine manière, c'est pas faux. Mais en fait, le Qatar essaye de gérer ces contradictions d'une manière moins schizophrène. En fait, essaye d'assumer et d'être décomplexé vis-à-vis de ces contradictions. Parce que nous, la contradiction que j'ai rappelée, que vous avez rappelée, que monsieur a rappelée, c'est comment on fait pour être à la fois un soutien du Hamas et discuter avec Israël, soutenir les Américains de manière directe pendant la guerre en Irak et en même temps héberger les factions les plus anti-américaines.
Mais là, le mot a été donné tout à l'heure. Et pour moi, finalement, ce qui résume la politique qatari, c'est celle-ci. C'est un pragmatisme dénué de toute considération idéologique. Quand vous êtes dans la logique d'un État, vous vous dites pas « c'est bien, c'est pas bien ». C'est positif. Non. Est-ce que ça sert mes intérêts? Oui ou non? Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'ennemis. J'ai des intérêts. 1. 2. Les Qataris ont également, à la différence pour le coup de l'Arabie Saoudite et de beaucoup d'autres pays de la région, une volonté, comme je le disais, de décomplexer à la fois leur relation avec les États-Unis et Israël et de l'affirmer à leur propre population. Je cite dans le livre, par exemple, à un moment donné, une émission et une discussion presque tendue entre un journaliste vedette d'Al Jazeera, Ahmed Mansour, et le Premier ministre, qui est également le ministre des Affaires étrangères du Qatar. Pourquoi ces liens aussi solides avec Israël? Et la réponse du Premier ministre qatari, c'est quelque chose, j'allais dire, presque de basique. Écoutez, Israël est une réalité, 1. 2, nous ne voulons rien cacher à notre peuple, donc nous discutons avec ce qui est aujourd'hui un État reconnu par la communauté internationale. Vous voyez, il n'est pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien. Est-ce que c'est dans mon intérêt, moi, de discuter avec un tel? D'autant plus qu'il faut remettre en perspective ce que je disais tout à l'heure à la réponse au monsieur, c'est que dans la forme de deal, entre guillemets, avec le gouvernement américain, dans le fait d'adouber un petit peu le coup d'État, il y avait évidemment le fait d'être un artisan un petit peu du rapprochement avec Israël. Donc, ces deux éléments se conjuguent. Finalement, de notre point de vue, en tant qu'observateur, on a l'impression que c'est une politique, une diplomatie du grand écart, mais finalement, à bien voir les choses dans la perspective d'un État qui souhaite défendre ses intérêts et qui n'a que des intérêts en vue et non pas d'état d'âme et d'amitié. Je vais ton. Non, c'est en dehors. Tout se fait en dehors de considérations idéologiques. On est ici au Qatar dans la volonté de renforcer la dimension stratégique fondamentale pour le pays qui est le lien avec Israël. Et ça, même si la grande majorité de la population ne le veut pas, la grande majorité de la population est également consciente qu'il y a aussi besoin de faire ce qu'on appelle de la réelle politique. Oui, d'accord, très bien, mais si vous voulez garder le pouvoir dans la région du Golfe avec ce qui s'est passé au Koweït, eh ben vous êtes obligé de passer par un parapluie militaire parce que vous êtes dans une situation de faiblesse intrinsèque qui ne pourra pas changer. Ce n'est pas avec une armée de 11 000 hommes qui est celle aujourd'hui du Qatar que vous allez pouvoir faire face demain à l'armée saoudienne ou à l'armée iranienne. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et quant à s'agir avec Israël, il y a aussi deux temporalités à distinguer. La situation du Qatar à la fin des années 90 comme jusqu'au milieu des années 2000, où pour le coup on avait, si ce n'est une alliance, en tout cas une ouverture clairement affichée avec Israël, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est-à-dire que le parti pris du Qatar en faveur des mouvements des frères musulmans et également en faveur du parti du Hamas a tendu de manière considérable les relations avec Israël, ce qui fait qu'on est dans des relations beaucoup plus froides aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier avec Israël, la même Israël qui considère le Qatar, d'après évidemment un responsable du ministère des Affaires étrangères israélien, comme étant un ennemi intime, à long terme. En même temps, les Israéliens sont conscients du rapport de force aujourd'hui dans le Moyen-Orient et que, à être un petit peu réaliste, c'est pas demain la veille que le Qatar va changer radicalement le rapport de force militaire dans la région. D'accord ? En ce qui concerne, comment dirais-je, l'aspect, la supériorité militaire israélienne vis-à-vis de ses voisins immédiats du monde arabe, voire du monde musulman, elle en a encore pour longtemps. Donc tant que les fondamentaux ne sont pas, comment dirais-je, menacés du côté israélien, le Qatar, entre guillemets, c'est un acteur qui s'agite un petit peu, mais qui ne change pas de manière substantielle la nature du rapport de force qui reste pour Israël le plus important, l'aspect militaire évidemment. Maintenant, pour pouvoir vous répondre, est-ce que c'est une bulle qui va exploser ? Je sais pas, je suis pas dans le... Mais là encore, cette idée de se dire bulle, c'est clair qu'on a un pays qui intervient massivement dans le domaine symbolique, dans le domaine médiatique, dans le domaine politique et financier. Mais là encore, il faut revenir toujours
à ce que c'est que le Qatar en termes de rapport de force réel. J'ai dit tout à l'heure qu'on était dans le soft power, et ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est vraiment le domaine de l'influence, du rayonnement, du prestige, des médias, du symbole. On est énormément dans ça dans le Qatar. Maintenant, en ce qui concerne les outils du hard power, à savoir le pouvoir de la coercition militaire et économique, vous n'avez pas grand-chose. Le Qatar. Donc il ne faut pas lui donner plus d'importance qu'il n'en a. Et c'est la dernière question que vous disiez, est très importante, parce que je l'avais oublié, sur l'antagonisme et le clivage avec l'Iran. Alors, ce qui est sûr au Moyen-Orient, et ce qui est peut-être très malheureux également, c'est que le clivage sunnite-chiite devient l'un des termes majeurs de l'équation de tout le Moyen-Orient. C'est-à-dire que au-delà même, je pense, et particulièrement aujourd'hui avec ce qui se passe en Syrie, au-delà du traditionnel antagonisme entre les Arabes d'un côté et Israël de l'autre, vous avez un deuxième antagonisme qui prend le dessus aujourd'hui dans les représentations du Moyen-Orient. Il n'y a qu'à allumer les télés satellitaires du monde arabe, il n'y a qu'à écouter les discours religieux, il n'y a qu'à voir auprès des populations ce que provoque la réalité du chaos en Syrie pour se rendre compte qu'aujourd'hui, s'il y a une guerre en gestation, une guerre réelle qui dure depuis le milieu des années 2000 avec ce qui s'est passé en Irak en 2006-2007, mais une guerre en gestation et qui porte en elle peut-être des potentialités d'explosion beaucoup plus importantes qu'un hypothétique conflit avec Israël, c'est cette guerre à l'intérieur de l'islam et cette guerre qui se cristallise aujourd'hui sur le théâtre syrien entre sunnites d'un côté et chiites de l'autre. Et que, de mon point de vue, une grande partie, en tout cas un facteur explicatif déterminant dans le fait que le Qatar ait lâché son allié syrien, parce que pendant toute la décennie 2000, la Syrie, surtout à la fin des années 2000, la Syrie était l'allié indéfectible du Qatar. Le Qatar avait mis en place un axe stratégique fort entre le Qatar, l'Iran et la Syrie, qui devait faire un peu le pendant au tandem Arabie Saoudite-Égypte. Et ce lien a explosé au début de la révolte parce que les Qataris se sont rendus compte que aux révoltes populaires du peuple syrien, le régime de Damas ne répondait que par les armes, aujourd'hui les MiG et les Scud. Donc très vite ça s'est arrêté, et la volonté peut-être d'un rapprochement avec la Turquie, avec l'Égypte, voire demain la Syrie, doit se comprendre dans cette fracture terrible du monde arabe qui domine leur représentation et qui provoque une peur réelle jusqu'au plus haut dirigé des autorités du Qatar de voir ce conflit se transposer ou en tout cas aller jusque dans leur pays. Je rappelle que l'un des pays limitrophes du Qatar, c'est le Bahreïn, et que le Bahreïn, depuis 2 ans, est secoué par une révolte en tout cas conduite par la majorité chiite qui est donc un petit peu brimée par la majorité sunnite, même si le Qatar n'a pas de proportion, enfin sa population est totalement sunnite, donc il n'a pas à craindre un petit peu d'une contagion de ce qui se passe au Bahreïn. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette peur de voir ce clivage confessionnel arriver au Qatar est bien réelle. Donc voilà. Merci. Merci à tous d'être venus. Merci beaucoup. Il va y avoir des ventes de livres pour ceux qui le souhaitent et des dédicaces.